Cécile Barra. On est dans un endroit radioactif. L'eau, il y a la radioactivité. Sur ce pont, il y a la radioactivité. Partout, même là où on est en train de respirer, on respire la radioactivité. Non, c'est pas radioactif, on peut pas dire ça. C'est de l'eau qui contient effectivement du radium, qui contient un certain nombre de produits. On voyait seulement les gens mourir, oh, tel est malade, il est mort. Et on se disait, mais pourquoi les gens crevent à tout moment comme ça? Et je crois très honnêtement qu'il faut qu'on arrête de paniquer sur ces aspects-là. Moi, je vivrais Mounana sans aucune difficulté, y compris avec des jeunes enfants. J'ai aucun problème. Bonjour, alors est-ce que vivre à Mounana est vraiment risqué aujourd'hui ? Pendant près de 40 ans, de 1961 à 1999, la compagnie des mines d'uranium de Franceville, la Comuf, filiale d'Areva, a exploité les mines du site de Mounana dans le sud-est du Gabon, dans la région du Haut-Ogooué. 26 000 tonnes d'uranium ont été extraites de ces mines à ciel ouvert ou souterraines, mais en 1999, la Comuf décide de cesser l'exploitation, faute de réserves économiquement exploitables. Plus de 10 ans après, quel est l'état du site ? Comment vivent les populations sur place, les anciens mineurs qui se sont mobilisés contre leurs anciennes conditions de travail responsables selon eux de maladies ont-ils été entendus ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Didier Follon. Bonjour Anne-Cécile Bras. Vous êtes directeur en charge des questions environnementales de l'activité minière d'Areva. En face de vous, William Bourdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et président de Sherpa, une association d'avocats mobilisés pour défendre les victimes des crimes économiques. Et à côté de vous, Igor Strauss, bonjour. Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. Vous êtes reporter à RFI et vous êtes rendu justement le mois dernier sur le site de Mounana. Alors Didier Follon, quelle a été l'importance, pour que l'on comprenne bien, de l'exploitation du gisement de Mounana dans l'activité d'Areva pendant 40 ans ? La mine de Mounana a été d'abord exploitée par le CEA suite à la découverte dans la période, on va dire... Commissariat à l'énergie atomique. Voilà, commissariat à l'énergie atomique. Donc la période où la France cherchait à se doter de réserves stratégiques en uranium, essentiellement à des fins militaires. Areva est devenu l'exploitant de cette mine tardivement, c'est-à-dire en 1986. Auparavant, c'est un certain nombre de sociétés minières, privées ou parapubliques, qui ont exploité cette mine. La production a été de 1500 tonnes au pic de la production dans les années 1980, commençant autour de 1000 tonnes lors de l'ouverture dans les années 60, donc au début des années 60, et donc en 99, Areva a pris la décision, en accord avec l'État gabonais, de fermer cette mine du fait du faible cours de l'uranium et que les ressources devenaient économiquement difficiles à exploiter. Il y a une particularité sur Mounana, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle une pile atomique. Alors ça, c'est presque unique au monde, il n'y en a pas beaucoup. Oui, alors ça fait partie, je dirais, de l'histoire géologique et où les ingénieurs se délectent. Il y avait effectivement une concentration sur le gisement d'Oklo suffisamment importante en uranium pour que le phénomène de fission que l'on retrouve en termes de réaction thermonucléaire se déclenche. Ce réacteur a marché pendant un certain nombre d'années. Alors on parle d'une période qui est très très éloignée, c'est ancien, et s'est arrêté, on va dire, faute de combustible, plus lié à des circulations d'eau, et donc le réacteur s'est arrêté de lui-même. Alors donc on comprend bien que ça a été quand même pendant de nombreuses années une mine importante d'exploitation de l'uranium. Comment fait-on pour fermer un site comme celui-ci ? La fin de la fermeture d'une mine, c'est ce qu'on appelle toutes les installations de surface, c'est-à-dire essentiellement les installations de traitement et les infrastructures, qui donc, elles, ont été fermées après la décision définitive de 99 de terminer l'activité minière. Il existe des bonnes pratiques internationales que Areva suit aujourd'hui. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y a 10 ans, on fermait les mines différemment de maintenant, mais des efforts ont été faits depuis une dizaine d'années, et je crois que votre reportage va en parler, sur la manière dont Areva s'est attelé à fermer cette mine de façon exemplaire. Alors Igor, vous étiez sur place, je le disais, le mois dernier. Il y a 2 couvertures liquides, en gros, de mine, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau à la surface, une couverture solide. Voilà, deux liquides, 2 solides. À chaque fois, les déchets radioactifs, déchets d'usine ou tout le matériel qui a servi pour l'exploitation de la mine, les camions, la ferraille, donc sont enfouis à l'intérieur de ces carrières. 2 remplis d'eau, naturellement, l'eau de pluie, comme c'était pratiquement 400 mètres de profondeur par rapport à la surface de la mer. C'est une région extrêmement, on parle d'Afrique équatoriale, il y a beaucoup de pluies torrentielles, donc elles ont été remplies, et une couverte de terre, de latérite pour être très précis. Pourquoi avoir choisi la couverture liquide par rapport à la couverture solide ?
C'est une pratique courante dans l'industrie minière. En plus de ça, pour tout ce qui est produits radioactifs, et on en a parlé récemment avec les événements, l'eau est quand même une protection relativement importante. De façon traditionnelle, tout ce qui peut être recouvert avec de la terre végétale sur des couches, je dirais, de protection en termes de ruissellement et d'émissions de radioactivité, se fait de cette manière-là. Donc il s'agit essentiellement des installations de surface. Les installations que l'on qualifierait de pulpe, qui sont générées par l'activité minière, parce qu'il y a tout un procédé de préparation du minerai qui fait qu'on ajoute du liquide, essentiellement de l'eau, ou de l'eau recyclée. Et donc, il y a toute une phase liquide. Et quelques produits chimiques. Et quelques produits chimiques, essentiellement des acides qui se dégradent quand même régulièrement au cours du temps. Ces produits qui sont semi-liquides, il est préférable, comme on le fait dans les mines d'or, comme on le fait dans différentes autres mines, les mines de charbon, il est préférable de les laisser sous l'eau. C'est une pratique que nous ne referions pas aujourd'hui. C'est une pratique qui se faisait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Aujourd'hui, on fait comment ? On les sort, on les découpe et on les vend à des ferrailleurs après un processus de décontamination relativement strict. C'est ce que nous faisons actuellement aujourd'hui au Niger. Est-ce que ce serait envisageable à Mounana, au Gabon, de revoir entièrement votre méthode de réhabilitation du site ? Aujourd'hui, non. Si vous voulez, je pense que l'histoire est l'histoire. On a fermé des centaines de mines depuis 2 ou 3 siècles, et donc il paraît relativement difficile de se dire on va tout ressortir et on va tout reprendre. D'autant plus que je pense que c'est un point important, c'est que nous exerçons depuis plus de 10 ans une surveillance de l'environnement très importante, et que les indications en termes de qualité des sols, de l'eau et niveau de radioactivité sont en accord avec les normes ou standards internationaux utilisés. Alors on va y revenir, mais avant ça on parlait de ces différents types de couverture liquide ou couverture solide. Lorsque j'ai fait l'interview de Liline Douna Depno, administrateur du CNPPRI, alors c'est le Centre National de Prévention et de Protection contre les rayons ionisants, en clair c'est l'organisme de réglementation en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire au Gabon. Au CNPPRI, on m'indique qu'on vous avait demandé à REVA de ne pratiquer que des couvertures solides, puisqu'il y avait un risque avec les couvertures liquide. Pourquoi ne pas avoir suivi les conseils du CNPPRI et avoir fait 2 couvertures liquides pour une solide ? Je voudrais pas rentrer dans un débat, si vous voulez, d'idées. Je pense qu'il est bon de rappeler que la fermeture de la mine de Mounana a servi de prototype en termes de bonnes pratiques, avec des évaluations régulières de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le gouvernement gabonais à l'époque, s'agissant de la fermeture de la première mine d'uranium africaine, a demandé l'assistance de l'AIEA. Donc l'ensemble des travaux qui ont été menés en termes de réhabilitation de la mine de Mounana l'ont été sous la direction de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et je rappelle que durant les travaux de fermeture, en 2006, ils ont fait régulièrement une mission d'audit et de contrôle pour lequel ils nous ont donné un quitus sur la manière dont on réhabilitait la mine. William Bourdon, est-ce qu'il y a des lois internationales qui encadrent ces pratiques de fermeture de sites industriels ? Non, il y a très peu de choses. Il y a un corpus juridique international qui est très faible sur ces questions-là. Le nucléaire n'est pas très bien encadré à l'échelon multilatéral, vous le savez bien. Il y a évidemment un certain nombre de textes, convention de Bâle, le transport de déchets nucléaires, mais il faudrait en fait, c'est une des espérances de la société civile, c'est que la convergence de l'action de toutes ces ONG, y compris Sherpa, et puis sans doute du côté de certains opérateurs, de certains global managers, on va dire, une certaine vision de ce que doivent être les acteurs du marché au XXIe siècle, pour aboutir à un cadre normatif qui s'imposerait à ceux qui exploitent les principales mines sur le globe. Il y a des codes de bonne conduite qui ont été pris par un certain nombre de grands acteurs miniers. Enfin, les codes de bonne conduite n'engagent que ceux qui les font, et que, dès lors que c'est pas adossé à un mécanisme de sanction, une capacité de surveillance des ONG, c'est plus du marketing politique au sens large, à destination des consommateurs et de l'opinion publique, qu'un système de contrainte digne de ce nom. Alors on a beaucoup parlé du manque de législation au Gabon. Lorsque l'on est une multinationale française, doit-on respecter le droit français ou le droit gabonais dans le pays où on s'implante en fait ? Alors ça c'est une question gigantesque, mais je vais essayer d'y répondre en quelques mots. Je fais un retour en arrière, ce qui me permettra de répondre à votre question. Quand Sherpa est né en 2002, un des premiers dossiers sur lesquels on a été alerté, ça a été la situation des travailleurs, parfois malades, souvent malades, au Gabon et au Niger, et notamment les expatriés.
On y a mené plusieurs missions d'enquête. C'est la première mission d'enquête interdisciplinaire que Sherpa a initiée, puisque nous l'avons menée dans une logique tripartite avec Médecins du Monde et la CRIRAD qui nous a quittés en cours de route pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. Et on a constaté une immense demande d'information, avec évidemment une part d'irrationalité qui est liée toujours lorsqu'il s'agit de nucléaire et d'uranium. Il y a une part de fantasme, une part d'irrationalité, ce qui oblige d'ailleurs les acteurs à faire preuve de beaucoup de pédagogie. Ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années. S'agissant d'Areva sur place, je crois que c'est une litote, on peut le dire, et je dis les choses très, très respectueusement. Et donc, on a décidé à ce moment-là d'évaluer les différentes options judiciaires. Judiciaire locale, zéro. Il n'y a pas un juge au Niger ou au Gabon qui sont en mesure de répondre à la demande des familles qui ont perdu certains de leurs proches. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Bon. Non, mais sur le réaménagement du site. Mais sur la question qui vient de m'être posée. Pendant des années, les grands acteurs du marché, pas simplement Areva, je ne vais pas stigmatiser Areva, n'en avaient rien à faire de la loi française. Les principaux acteurs du marché, c'est une espèce de malédiction de la nature, profitaient du fait qu'elles étaient dans des états de droit, en fait extrêmement fragiles, où les juges étaient incompétents, absents, voire corrompus par ceux-là même qui causaient les dommages. Et donc la loi française, ils s'en fichaient. Et toute la bataille menée par la société civile internationale depuis Porto Alegre, avec ses excès aussi, et de façon, j'espère, très responsable par Sherpa, en tous les cas, ancienne force, c'est de dire les maisons mères sont comptables de ce que font leurs filiales dans le Sud, et ne peuvent pas tenir des discours, nous sommes les bienfaiteurs de l'humanité, nous innovons des nouvelles pratiques, et laisser leurs filiales à 10 000 kilomètres dans une logique de pas vu, pas pris, loin des yeux, loin du consommateur, faire exactement ce que la loi française interdit. Parce que, et je termine sur ce point, il y a un principe très important du droit, qui est celui de l'autonomie de la personne morale. Et au nom de cette autonomie de la personne morale, la COMUF ne devait être redevable que vis-à-vis du juge gabonais. Les maisons mères ont dit, mais écoutez, pour nous demander des comptes pour ce que fait notre fille ou notre petite fille au Gabon ou ailleurs, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Elle n'est redevable que de la loi gabonaise, que du juge gabonais. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Enfin, il y a des résistances très fortes encore du côté des acteurs du marché, parce que ça les obligerait, s'ils allaient jusqu'au bout de cette logique, à faire une petite révolution copernicienne, et on en est loin. On en est loin, Didier Follon, mais on va en parler tout à l'heure. C'est peut-être en cours. Alors on parle du réaménagement donc, du site de la mine d'uranium de Mounana, au sud-est du Gabon, avec nos invités. Une mine qui a fermé, je le disais tout à l'heure, en 1999, et plus de 10 ans après, le sol de la forêt, près de l'ancienne zone d'exploitation de la mine, contient toujours des bouts radioactifs, selon les analyses effectuées par Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire et responsable, vous en parliez, William Bourdon, du laboratoire de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Les femmes trempent le manioc dans des zones qui sont contaminées par les résidus radioactifs issus de l'ancienne usine d'extraction d'uranium de la COMUF, filiale d'Areva. Donc il y a ces déchets radioactifs dans la forêt. Ce n'est pas étonnant malheureusement, puisqu'on sait qu'à l'époque, la COMUF a déversé plus de 2 millions de tonnes de ces bouts radioactifs directement dans la rivière, et que la pseudo-décontamination qui a eu lieu ces dernières années n'a finalement consisté qu'à recouvrir d'un peu de latérite, d'un peu de terre, les berges contaminées, mais plutôt en amont. Ça n'a pas eu pour objet d'aller rechercher tous les lieux sur les berges, sur des kilomètres, les lieux qui sont contaminés par ces résidus radioactifs. Et ça, c'est choquant. C'est choquant, évidemment, de laisser des déchets radioactifs à très longue période. La période de l'uranium, c'est 4 milliards d'années, dans des lieux accessibles au public.